Voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à tous. Au sein de Change Lebanon, nous sommes en présence de Joseph Maïla qu'on est très heureux d'accueillir. Je pense que vous le connaissez tous. Je rappelle très brièvement que Joseph est professeur de géopolitique et de médiation internationale à l'ESSEC, qu'il a été directeur de la prospective au ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Parmi de nombreuses autres. Aujourd'hui, Joseph est donc notre invité au sein de Change Lebanon, que Joseph connaît bien et qu'il suit de près. Et pour ceux qui ne connaissent pas Change Lebanon, je rappelle très rapidement que nous sommes une association qui a pour objectif de promouvoir un Liban État de droit et qui organise son action autour de 4 fils conducteurs. La production d'une expertise qui se veut être le plus possible. Des actions aussi bien au niveau français, européen qu'au niveau libanais, bien sûr. Des actions sur le terrain, des actions d'aide humanitaire que nous essayons de mener de façon ponctuelle également. Et puis, bien sûr, un travail de rapprochement avec les autres mouvements de la diaspora pour pouvoir travailler de la manière la plus efficace et la plus unie possible. Voilà, je laisse la parole à Joseph qui vient conclure un cycle d'échanges qu'on a eu avec un certain nombre, 17 je crois, candidats aux élections législatives, des candidats qui veulent eux aussi promouvoir le changement dans la mesure du possible. On a beaucoup de chance d'avoir Joseph avec nous aujourd'hui pour faire un état des lieux. On est à J-6 avant les élections législatives, enfin en tout cas pour les expatriés. Donc, je laisse la parole à Joseph, que je remercie chaleureusement. Merci beaucoup, Mira, de cette présentation. Bonsoir à tous. Alors, je me trouve au Liban, donc je participe à cette réunion. Mira, sans doute, je crois qu'il y a des micros qui sont restés ouverts. Et alors, Mira a eu la gentillesse de me présenter de la meilleure manière possible et sous mon meilleur jour, qui n'est pas tout mon jour. Et je voulais simplement dire que Change Lebanon, je fais partie de cette association et que je suis extrêmement heureux d'avoir accompagné Change Lebanon, bien que pas toujours fidèle aux réunions. Mais comme Mira l'a rappelé, nous sommes une organisation ou une association plutôt qui accompagne à partir de la diaspora, avec toute l'humilité, avec toute la modestie qu'il faut souligner, ce qui sont en train de se passer au Liban. Et bien entendu, comme tu l'as rappelé, Mirin, nous sommes dans la perspective de l'édification d'un État de droit, un État de liberté publique, une restauration du Liban dans sa plénitude et d'État et sa grandeur sur le plan culturel et son rayonnement aussi, il ne faut jamais l'oublier. Et bien entendu, les libertés publiques sont un point fondamental pour nous. Alors, un second mot très rapidement pour dire les limites de l'exercice de ce soir. Il s'agit à partir de tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant à Change Lebanon, qui a été d'accompagner, d'écouter, d'auditionner, si on peut dire, sans que ce soit un mot prétentieux. Nous ne sommes pas le Sénat des États-Unis ni le Sénat de la France. On a auditionné un certain nombre de candidats. Ce soir, c'est une séance de réflexion que l'on va faire. Il s'agit non pas de revenir sur l'intervention de tel ou tel, certainement pas. Et il ne s'agit pas de dire non plus pour qui il faut voter, certainement pas, je n'en sais rien. Le vote, il faut le rappeler, est un exercice de civisme éthique. Et c'est une décision qui se prend sur le plan personnel en fonction de paramètres qui sont des paramètres qui relèvent de la personne et de son choix libre et après sa délibération. Donc, il ne s'agit pas du tout de prendre le parti d'X ou d'Y, mais d'essayer de voir dans le contexte des élections d'aujourd'hui, quels sont les enjeux, pour quel profil on peut se prononcer si véritablement on veut que le changement advienne au Liban. Et bien entendu, on étudiera un peu tout ce qui peut accompagner
soit une stabilité, soit une déstabilisation toujours possible. Je discutais tout à l'heure avec Hadi sur la question de savoir, qui est une question prenante au Liban, hein. Est-ce que les élections vont avoir lieu? Est-ce qu'elles ne vont pas avoir lieu? Et véritablement, ceux qui lisent dans le marc de café sont extrêmement nombreux dans ce pays. Je suis un amateur de café, mais j'ai jamais essayé de lire dans le marc. Mais c'est vrai que c'est une question qui légitimement se pose. On n'a pas de certitude de réponse, mais on peut s'avancer sur des probabilités. Alors, comme Hadi me dit qu'il m'accorde 1h30 de parole, c'est ça, Hadi? Non, un peu moins peut-être. Je vais très rapidement, en trois points, essayer de planter un peu le décor. Mon premier point sera de voir un petit peu quelles sont les impressions que l'on peut recueillir une fois qu'on est sur le terrain, sachant qu'à Change Lebanon, beaucoup de nos amis sont restés en France ou ailleurs, mais ne sont pas venus au Liban. Ensuite, je vais faire une petite analyse de la situation politique qu'elle se présente. Et puis, comme on en était convenu, après ces auditions qu'on a faites, c'est Hadi ou Mira qui disait tout à l'heure, nous avons peut-être auditionner 16 ou 17 personnes, essayer de voir quel profil de représentants de la nation, sur quel profil on peut se baser. Alors, allons-y. D'abord, des impressions à la va-vite, quand on arrive à Beyrouth, qu'on se préoccupe du Liban, mais qu'on est véritablement dans le bain. Quelle est l'impression? L'impression, c'est effectivement que les élections ont bien pris et que le débat plutôt électoral a bien pris et que tout le monde se préoccupe de ça. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est la surface. La préoccupation, elle n'est pas de politique, elle est d'économie, elle est de société, elle est de santé publique, elle est d'hôpitaux, elle est de pain quotidien, elle est de la montée des prix. L'humeur varie avec la variation du dollar. Et c'est une crise véritablement profonde. Alors, si aujourd'hui, on s'adapte, il n'est pas sûr, c'est un peu ma conviction, que demain, on s'adaptera. Demain, c'est-à-dire après les élections, avec, j'entendais François tout à l'heure, avec des réserves qui s'amenuisent, avec des réformes qui ne se font pas, avec une pression externe, mais avec aucun responsable politique qui assume de prendre ses responsabilités et qui laisse le bateau aller à volo. On risque d'aller vers des lendemains qui seront vraiment terribles. Je parle en termes de crise sociale. Et c'est la crise la plus importante, et sans qu'on voit véritablement qui va le faire. Je voudrais aussi mentionner, parce que les élections sont très trompeuses, on l'a vu récemment en France, il y a une ambiance électorale, et on a l'impression que toute la vie se résume à ça. Mais il y a de l'effervescence dans l'air. Mais l'ambiance n'est pas celle-là. L'ambiance est à la tristesse. Il y a une tristesse profonde. Et cette tristesse, c'est la tristesse des gens que j'ai rencontrés dans la rue, mais des universitaires que je côtoie, des jeunes qui veulent partir, personne ne veut rester au Liban. Il y a une décomposition dans l'air. Moi, je parle pour les universités. Je vois que l'université américaine est partie. Je vois que l'université Saint-Joseph se débat dans des questions financières. Je vois des étudiants qui n'arrivent pas à payer dont les parents n'arrivent pas à payer leur scolarité. Je vois l'université nationale dont la situation est extrêmement préoccupante. Ça, c'est pour parler de choses qui m'intéressent, mais qui ne sont pas forcément celles-là. Mais l'État est en plein délabrement. Et cela, effectivement, fait que les choses sont extrêmement tristes. Mais, une fois cela dit, parce qu'il faut le dire, les élections, effectivement, occupent le haut du pavé, avec ce qui me semble un élément fondamental, sur lequel je reviendrai peut-être dans les questions. Il y a une effervescence du débat. Vous avez tous les jours, comme moi, vous pouvez y assister, ou certainement j'en assiste à moins que vous, des débats, des présentations. On sent véritablement que les listes se démènent. Et c'est un signe de bonne santé électorale et de bonne santé démocratique. Il faut que ça continue, alors que beaucoup auraient intérêt à casser. Il y a un vent de changement, ne serait-ce que ce que j'appelle un vent programmatique de changement. C'est-à-dire que les gens ont envie de présenter un programme. Et ça, bien entendu, ce sont les forces qui sont issues de ce qu'on va appeler la révolution, pour faire extrêmement vite. En face, on a un discours qui est plutôt d'affirmation de soi.
de gens, on sait qu'ils sont sur la défensive. Cela ne veut pas dire du tout qu'ils vont perdre les élections, mais on sent qu'ils sont sur la défensive, qu'ils sont en train de se justifier, qu'ils sont peut-être en train de passer à des éléments de pression dont on parlera, et qui véritablement sont soucieux de leur pérennité au pouvoir. Ça, c'est extrêmement sensible. Il y a aussi dans cette élection un élément sur lequel j'aimerais revenir plus tôt après, c'est que l'atmosphère n'est pas la même dans tous les secteurs du Liban, dans toutes les régions géographiques du Liban. Il faut faire attention au découragement et on verra que ça peut être un élément qui va forcer peut-être certains à l'abstention. J'ai été frappé par l'intervention du Moufti ce matin qui 3 fois a dit dans son discours du Eid, et par 3 fois, votez, votez, votez. Et on en déduit que quelque part, il y a un abattement qui s'est installé au sein de la communauté sunnite, puisqu'on parle entre nous, on est des gens de science, et on va parler confessionnalisme, mais pas pour faire du communautarisme, mais pour prendre en compte tous les éléments de la situation. Donc ça, c'est un élément qui peut jouer. Et moi, je suis un petit peu inquiet du côté un peu khaldounien, n'est-ce pas, shadd al-asab, on dit, n'est-ce pas, c'est cette espèce de nervosité communautaire, d'esprit de groupe, qui peut se manifester alors que nous sommes dans un système électoral qui a ceci de bon, mais pas tout est bon dans ce système électoral, loin de là, que véritablement le fait d'avoir des listes panachées, de se présenter en liste, en proportionnel, favorise l'interaction communautaire et c'est un élément qu'il faut saluer. Et il y a un troisième élément aussi dont on commence à parler sur place, qui est le rôle de l'argent. Alors c'est quelque chose d'absolument flou. Et ça, il faudra arriver un jour à voir. On a une loi sur les partis politiques, mais il faudra faire arriver quelque part à dépasser cette loi qui permet, qui est une loi extraordinaire de ce point de vue, puisqu'elle date de l'époque ottomane et qui permet de créer un parti politique simplement avec la déclaration al-Mukhabar, qui permet de déposer les assises d'un parti. Peut-être qu'il faut la développer sur le plan de dépenses et de l'argent. Et c'est là où je voudrais dire, parce que nous nous adressons à un groupe qui est le nôtre, que le vote de la diaspora est fondamental. C'est un vote de soutien, c'est un vote d'appui. Et je vais ajouter quelque chose, c'est un vote utile, hein, il pèse. Pour arriver à ce qu'on appelle au Liban le hasil, et qui est simplement le quotient électoral. Au Liban, on dit le seuil. Mais en termes de sciences politiques, c'est le quotient électoral. On peut peser sur le quotient électoral et les voix de la diaspora peuvent entraîner des choses qui sont essentiellement importantes et il faut absolument qu'il y ait un vote de la diaspora de manière fondamentale et décisive jusqu'à un certain point, mais décisive aussi. Et je vais dire une chose que peut-être je ne la répéterai pas, ce vote est important cette année, cette fois, parce que c'est un vote d'entraînement. C'est un vote qui peut non pas changer ou aboutir à un changement drastique, hein, chacun peut avoir son analyse, mais qui entraîne le changement. C'est un initiateur de changement. C'est un game changer sur les tendances sur le long terme. Et il ne faut pas le négliger. Il y a quelque chose comme de l'éthos, comme de l'esprit de changement qui se met en place à partir de ces élections. Voilà un petit peu des impressions en vrac. Deuxième point, je vais arriver à ça. Deuxième point, sur le plan de l'analyse. Qu'en est-il de l'analyse politique en termes de changement électoral? C'est là où on va entrer dans le vif du sujet. Et je vois 3 éléments qui me semblent à la fois contradictoires et présents, parce que la contradiction, elle est présente partout. Sur le plan de l'analyse, ma première impression, qui est une impression généralisée, c'est la fragmentation de l'échiquier politique. Les opinions politiques se distribuent sur l'ensemble des régions et de la population de manière extrêmement fragmentaire au vu du nombre des listes qui sont présentées, des alliances qui se sont faites parfois
Il faut dire que dans ce cas-là, la majorité, c'est-à-dire la formule gouvernementale qui est composée de Amal, de Hezbollah et du courant patriotique, celle-là, effectivement, peut mieux réussir un système d'alliance dont il faudra tenir compte. Hein. Ce n'est pas un modèle éthique, mais c'est un modèle politique. C'est-à-dire, voilà une opposition qui a, dans le contexte de fragilisation de son pouvoir à la fin d'un mandat qui a été chaotique, qui a réussi quand même à maintenir un minimum d'union. Alors qu'en face, bien entendu, vous vous attendiez à ce qu'on aborde ce sujet, on a une diversité qui est assez terrible. Hein. Pourquoi je dis terrible? Parce que dans un premier temps, quand on analyse des mouvements révolutionnaires, on est frappé et on est heureux de voir cette diversité de citoyens qui descendent dans la rue, qui se constituent en groupe, qui font des... Allô? Je peux continuer? Non. Oui, nous t'entendons, Joe. On ne te voit plus, mais on t'entend. Ça, il y a quelque chose qui s'est, l'électricité là. Donc, qui s'est constitué véritablement en groupe de Zoom. Et cette diversité a été saluée, et je la salue, comme un esprit de vitalité. Diversité égale vitalité. C'est le propre de toutes les révolutions, hein. La russe, la française, ou bien les soulèvements qu'on a en Europe de l'Est ou qu'on a eu en Amérique latine. Il y a eu ce phénomène absolument extraordinaire où tout le monde participe. Je ne sais pas si vous me voyez dans le noir, mais la coupure d'électricité a eu lieu et je pense que l'électricité reviendra bientôt. Donc, il y a un phénomène de concentration du pouvoir pour la défense d'intérêts et en face, il y a une diversité qui, malheureusement, est devenu un facteur de dispersion, là où on pouvait s'attendre à un minimum de solidarité et de listes qui pouvaient faire alliance. Et là, Hadi et tout le groupe de Change Lebanon est témoin que nous avons, à notre faible niveau, à partir de Paris, essayé de faire des auditions et même des médiations entre des groupes qui se sont véritablement révélés fermés sur leur périmètre. Hein. Freud appelait ça le narcissisme des petites différences. Hein. Une petite différence fait une énormité de programme. Non, je ne peux pas m'entendre avec X parce qu'il n'est pas d'accord sur le petit B du grand C du premièrement de mon parti, de mon projet. Bon, donc ça c'est un facteur. Il faut le prendre en considération, il faut l'accepter tel qu'il est. L'opposition va en ordre dispersé, elle n'a pas réussi en amont à s'unir. Il faut, moi je suis plein d'espoir, qu'en aval, une fois que les élections auront lieu, qu'on aura dégagé quelque chose à la Chambre des députés, je ne sais pas quoi, quelle majorité, quel ensemble de facteurs ou de représentants pour le changement, il faudra essayer de faire une alliance, non pas sur les programmes, mais sur l'action politique, une fois qu'on sera au Parlement. Sinon, vraiment, ce serait à désespérer. On n'a pas réussi à le faire avant, il faut le faire après. Bon, mais sinon, il y a une espèce d'infantilisme politique, hein, c'est un terme que j'emprunte à Lénine. Hein. Il y a, alors je vais le dire, hein, bien qu'on soit entre nous, il y a peut-être aussi de l'immaturité, de l'irresponsabilité, et il n'y a pas de sens du leadership. On n'a pas vu véritablement un leadership s'affirmer qui aurait pu entraîner. Moi, je vois beaucoup de wagons. Mais je vois des locomotives potentielles, hein, mais je ne les vois pas pour le moment. Mais disons que c'est la dynamique, il faut l'accepter telle qu'elle, il ne faut pas véritablement critiquer ou faire je ne sais pas moi, des politiques négatives à l'égard de X ou de Z. Donc, on part de là, et alors, ce qui ajoute à la frustration, hein, et je le dis vraiment sincèrement, c'est que fondamentalement, quand vous voyez les programmes du changement, ce sont tous les mêmes, à quelques détails près. On ne comprend pas comment les mêmes idées produisent des projets qui sont très différents. Je ne comprends pas ça. Il faudra qu'on l'explique. J'ai peut-être une petite explication. C'est que le Covid nous a desservis, c'est que le Zoom nous a desservis, et que derrière un Zoom, chaque personne se prend ou elle pense qu'elle parle à des millions de gens qui sont en face, s'affirme en tant que telle, mais il n'y a rien comme pour l'action politique tel que le contact avec les autres et la mesure de la réalité.
quand on mesure son audience à la virtualité de l'Internet ou du Zoom, on n'a pas une idée exacte de ce qu'on représente et de la portée de ce qu'on dit. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Et donc, fragmentation des forces, vous avez vu le nombre de candidats qui se présentent. Moi, je m'en réjouis, encore une fois, d'une certaine manière. C'est trop tard pour rattraper le coup, mais il n'est pas trop tard pour corriger ensuite le tir. Deuxième point qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la division. La division politique, bon, bien sûr, chacun a son programme avec ses dominantes. Je disais, les programmes sont à peu près semblables. Mais je dégage 3 idées. Alors, je voudrais bien qu'on me critique là-dessus ou qu'on m'apporte la contradiction. D'abord, au début, on partait de l'idée, vous vous souvenez, qu'il y avait d'un côté le camp des souverainistes et de l'autre le camp des réformistes. À l'issue des courses, alors que la course n'a pas commencé, mais à quelque part avant qu'elle commence et peut-être à l'issue des courses, il y aura un thème qui se sera dégagé comme étant quasi impératif. Hein. C'est celui du souverainisme. Siadin ou siadion ou siad. Avant, il y avait une espèce d'opposition entre je ne te parle pas si tu n'acceptes pas mes réformes et l'autre qui disait je ne te parle pas si tu n'affirmes pas la souveraineté de l'État. Sous-entendu le problème des armes du Hezbollah. Je suis en train de constater, vraiment de manière extrêmement réjouie, que c'est une fausse contradiction, que de plus en plus dans le discours, y compris communautaire, de plus en plus on commence à comprendre qu'un État qui n'est pas indépendant, un État qui fait cohabiter 2 armées sur son sol, qui fait échapper une partie de ses administrations à l'autorité de l'État pour devenir une autorité sous le coup de la milice, des milices de facto, n'est pas un État viable. Et donc, cette contradiction, à mon avis, se résorbe. Bien entendu, elle n'est pas le fait du Hezbollah qui, lui, maintient ses positions. Elle est le fait de Hamal un petit peu moins, et je constate que même le courant patriotique libre n'ose pas aborder cette question de front, il essaye de l'éviter, il essaye qu'on ne lui la pose pas parce qu'il est embarrassé et vis-à-vis de son public et vis-à-vis de ses alliances. Le deuxième point qui m'intéresse aussi dans les dominantes des programmes, c'est que tout le monde est convaincu que la restructuration de l'État est une nécessité, à commencer par la restructuration du système bancaire, parce que véritablement, sans être le plus important, si j'ose dire, sur le plan économique, puisque les problèmes économiques sont immenses, il est très important sur le plan de l'outil financier. On ne peut rien faire si on ne... Et les banques sont aux abonnés absents, et le crédit n'existe pas, et chacun a sa propre législation. Est-ce qu'on peut mettre des chèques? Est-ce qu'on peut tirer son argent? On ne peut pas le tirer. Mais est-ce qu'on peut mettre déposer des chèques en dollars? Je ne sais pas. C'est des questions qui me dépassent, mais on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, tout le monde s'attend à ce que le contrôle des capitaux soit un élément essentiel. Et de mes contacts, que ce soit aux États-Unis ou en France, hein, où la France est impliquée beaucoup dans ces questions-là, il n'est pas question de passer à l'étage supérieur des prêts, de cèdre, de ce qu'on veut, si sur le plan financier, on n'a pas changé cette loi, on n'a pas établi cette loi du contrôle des capitaux. Et c'est ça qui est inquiétant pour l'avenir. C'est que nous sommes à quelques jours des élections. La promesse qui a été faite, je parle sous le contrôle de François Kayak qui est parmi nous ce soir, alors que le FMI rarement conclut des accords avec des gouvernements qui sont soit de transition, soit en fin de parcours en attendant des élections. Il a été accepté l'idée que le contrôle était important des capitaux, qu'il soit voté, cette loi, et que l'on puisse passer à un deuxième niveau, un niveau supérieur. Et jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Alors, je comprends que la classe au pouvoir aujourd'hui n'a pas envie, au moment des élections, de s'avancer sur ce sujet pour se donner des verges avec lesquelles les autres vont les battre en disant « non, ça ne me plaît pas, on descend dans la rue, au moment d'aller aux urnes, ça ne marche pas ». Mais après, moi, l'après les élections est plus important pour moi que l'avant. Bon, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça combien de temps? Avec quelles réserves qui s'amenuisent? Avec quelle situation sociale ou administrative qui se dégrade? Avec quelle école, quelle université, quelle route, quelle électricité?
On ne peut pas tirer jusque sur la corde jusqu'au bout. Le troisième point qui m'intéresse et qui est un point qui est apparu, mais alors de manière tout à fait non homogène, c'est celui du débat sur la décentralisation-centralisation. Alors, disons les choses comme elles sont. Les partis plutôt décentralisateurs se trouvent dans le camp chrétien, mais pas nécessairement, mais en majorité. Souvent, c'est un langage à double fond parce qu'on entend quelque part une espèce pas d'isolement, certainement pas, mais disons de gestion avec ses propres moyens de l'État ou de la région, mais ça ne fait pas un développement équilibré. Je ne suis pas contre la décentralisation, mais à condition qu'il y ait ce qu'on appelle, mais personne n'y a l'air de réfléchir, des facteurs de péréquation. Ça s'est posé en Irak, pas loin, ça s'est posé au Canada. Quand une province est très riche, elle partage ses surplus avec la province qui est la plus pauvre. Et souvent, le discours sur la décentralisation, ça tourne autour du fait j'ai de l'argent que je dépense chez moi plutôt que de le donner à l'État central qui le dépense ailleurs, alors que c'est moi qui le perçois. Bon, ça, c'est un débat auquel les Libanais devraient pouvoir s'habituer parce que c'est une solution pour l'avenir, mais à condition qu'elle ne soit pas un substitut à une partition déguisée, mais ça, on peut en discuter. Troisièmement, je me suis posé la question de savoir si dans ce débat absolument extraordinaire où tout le monde est d'accord pour dépasser le confessionnalisme, aller vers l'état civil, que devient le confessionnalisme? Il a disparu? Nous sommes tous devenus, du fait de la révolution ou du fait d'un discours idéologique aseptisé, nous sommes tous devenus des non-confessionnels, des laïcs ou des laïcards? La réponse, c'est non. La réponse, c'est franchement non. L'attitude communautaire, le profil communautaire, la tendance communautaire est là. Elle est là d'abord parce qu'on appelle le duopole chiite, duopole chiite, donc sunna et chiite. Bon, pour un État qui est en train de dépasser le confessionnalisme, c'est assez bizarre. Il y a dans la communauté sunnite un phénomène de ihbat, quand ce n'est pas un phénomène de radicalisation vis-à-vis de ce qu'est devenu la communauté sunnite aujourd'hui, ou ce qu'elle pense. Mais ça me rappelle les années 92, quand les chrétiens étaient en pleine dépression métaphysique après Taïf. Bon. Il y a aussi un jeu communautaire extrêmement subtil qui s'est mis en place après les incidents de Taïoune, pour parler clairement. On peut jouer sur le confessionnalisme, pas pour dire qu'on va vers le confessionnalisme, mais pour montrer de manière déguisée, un peu sournoise, un peu hypocrite, qu'en dernière instance, il y a les défenseurs des chrétiens et il y a les défenseurs des autres, c'est-à-dire en l'occurrence des chiites. La manière dont l'affaire de Taïoune a été exploitée de part et d'autre me fait penser qu'au Liban, il y a cette expression « shadd al-asab », n'est-ce pas ? Et immédiatement après, on dit mais non, mais mais entre-temps, on a envoyé des messages subliminaux. C'est nous en dernière instance. Donc, ça va dans le sens des élections. Ça peut favoriser un parti comme le FL, qui va bénéficier directement de ces choses, mais ça peut favoriser, bien sûr, le parti du Hezbollah, qui va aussi bénéficier de cette peur supposée de l'autre. Ça rappelle des discours qui ne sont pas très, très intéressants et pas très annonciateurs de beaucoup de sagesse pour l'avenir. Je le dis parce que nous sommes entre nous, on n'est jamais entre nous dans un Zoom et qui va être en plus diffusé, mais disons qu'on parle le langage de la science politique et ce profil de vote peut être déterminant dans un discours aseptisé qui tendait à dire nous allons aller vers le dépassement du communautarisme. On en discutera puisque tout le monde est d'accord pour l'état civil, mais une des parties de l'état civil, mais je ne veux pas ouvrir ce débat aujourd'hui, c'est un Sénat communautaire élu sur la base de la représentation confessionnelle. Ça, c'était un mouvement qui est important dans Taïf, qui était progressif, mais qu'on ne parle pas de civil quand on prévoit dans la progression vers l'état civil d'une représentation communautaire
quand on a peut-être la prétention de penser que des élections parlementaires hors de la représentation confessionnelle peuvent avoir du jour au lendemain. Et on passe tout de suite de l'autre côté, quand on vote communautaire, on vote pour le Sénat. C'est une schizophrénie qui ne tient pas. Mais elle est progressive, il faut y aller, mais il faut des responsables, il faut des gens responsables, il ne faut pas des démagogues et qui vont pouvoir opérer la transmission, dire les choses comme elles sont, avoir le courage de parler et avoir le courage de fixer un objectif. Je le crois. Mais enfin, voilà un peu ce que je vois. Alors, ma troisième partie, c'est que faire, hein? Parce qu'avec Hadi Antoun, Hadi Farah, avec Mira, avec tout le monde, c'était de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a tout cet éventail de possibilités, de choix. Comment on décide? Et moi, j'ai peut-être, je veux dire, la prétention de dire comment, éventuellement, mais c'est soumis au débat, hein, c'est uniquement des propositions, ce n'est rien d'affirmé. Et quand on veut voter, il faut voir ce qu'on appelle l'offre politique qu'on a. Je vais dire comme ça, de manière pas arbitraire, mais de manière schématique. Et je m'excuse du schématisme parce que vous pourrez critiquer effectivement la répartition ou la classification. Je vais distinguer l'offre politique selon trois plans. On a trois grandes classifications. On a une première classification, ce que j'appelle les forces nouvelles, ceux qui sont surgis de la Révolution, 17 octobre, des gens qu'on n'a jamais vus sur le terrain, un mouvement civique formidable, des gens qui s'impliquent à titre individuel, hein. Bien que les partis ne soient jamais absents, je connais. Hein. La démagogie, l'infiltration, on connaît. C'est dans toutes les histoires politiques du monde entier. Mais des associations, des groupes qui se constituent, dont vous connaissez les plus importants. Je ne veux pas citer de nom, mais je ne sais pas comment je vais faire. On a un parti qui se constitue, un bloc national qui est ressuscité. On a le groupe de Charb el-Nahas aussi qui se constitue, mais ils sont issus en quelque sorte de la dynamique révolutionnaire. Ceux-là ont tendance peut-être, hein, je ne généralise pas, à penser qu'il n'y avait rien avant eux et que tout commence avec eux. Hein. Donc il faut beaucoup d'humilité pour comprendre que la force révolutionnaire qu'ils portent est fantastique, mais qu'on ne commence jamais rien à zéro en politique. Et que tout seul, on n'a pas la science infuse. Je ne vise personne. Et que personne n'est autosuffisant. Et qu'en politique, ce qui est important, c'est les alliances. Ce n'est pas l'affirmation de soi. Sauf si on pense qu'on est une graine de Nehru, de Gandhi ou de Gaulle, je ne sais pas, et qu'on est autosuffisant et qu'on peut rallier tout le monde. Ça, c'est un premier bloc. Deuxième bloc, ce sont les partis et les familles traditionnelles. Les partis traditionnels et les familles traditionnelles. Moi, je vois des gens comme les Kataeb, je vois le PSP, je vois le mouvement du futur, Mustaqbal, je vois les forces libanaises, je vois des familles. Et la question s'est posée, les fils de famille sont quoi? Sont des traditionnels ou des révolutionnaires? Une des tendances qu'on a discutées, mais qu'on discute aussi en sciences politiques, hein, ce sont des révolutionnaires issus de familles traditionnelles. Mais est-ce que j'ai le droit de les interdire en leur faisant porter le poids de l'héritage? Est-ce que parce qu'on est le fils d'eux, on continue la politique de papa? Ou est-ce qu'on peut changer aussi? Et nous sommes en démocratie. Et la démocratie est une question d'option, de choix, de détermination. Et personne n'est obligé de porter l'héritage de la famille. On peut être très bien, très novateur, sans après avoir porté un nom qui a représenté quelque chose dans... Alors, tous ces groupes sont dans l'opposition. Ils sont dans l'opposition, alors disons les choses comme elles sont, par changement, par conviction, et disons les choses encore plus comme elles sont, par opportunisme. Hein? Il y a des gens qui ont senti le vent changer, qui ont participé au gouvernement antérieur à la Révolution, et qui maintenant... de bonne foi ou de mauvaise foi, ce n'est pas à moi de le dire, ce n'est à personne de le dire, on ne peut pas sonder les cœurs et les reins, ont décidé de changer d'optique. J'ai affaire à ce type de candidat. Et j'ai un troisième bloc. Et qui est ce que j'appelle les partis au pouvoir. Partis au pouvoir,
Ce sont eux qui ont conduit, je ne veux pas remonter au déluge, mais à partir du mandat présidentiel de Michel Aoun, ce sont eux qui ont conduit l'État, le CPL, le Hezbollah, Amal, peut-être le Parti national populaire, socialiste populaire syrien. Il faut les mettre là-dedans. Ce sont des partis qui se sont maintenus avec beaucoup de clientélisme, qui ont pu renforcer leur pouvoir. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas fait, encore une fois, s'il vous plaît, mais pendant ces 5 ans, ils se sont maintenus avec beaucoup de clientélisme politique, emploi dans l'État, avec des pressions politiques aussi, et on le voit au moment des élections, et on reviendra sur ce point, c'est un peu inquiétant, les violences physiques, parce que on peut recourir à quelques intimidations bien senties. Parfois, malheureusement, d'autres ont payé le prix de leur courage et ont été éliminés. Voilà. Ça, c'est et ce sont des partis aussi, il ne faut pas l'oublier, qui ont un fort ancrage régional. Je parle du Hezbollah, qui est un parti qui s'inscrit dans une dynamique d'ensemble fortement pesante sur le plan régional et qui vient de l'extérieur. Je vois l'objection arriver, et les autres, ils ne sont pas appuyés par d'autres qui ne vous plaisent pas. Bon, aucun de tout cela ne me plaît, qui viennent d'Occident ou qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas ça le problème. Mais je veux dire, là, il y a plus qu'un appui étranger, il y a une finalité de pouvoir, de changement de pouvoir et une inscription de la dynamique libanaise dans une orientation qui, sur le plan régional, vise à la domination d'un État qui est l'État de l'immunité, la mumana'a, et un axe tout à fait important qui va nous amener tôt ou tard, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, à poser la question de la neutralité des axes. Alors, face à ça, est-ce que je peux être désagréable, comme tu sais, comme d'habitude, en étant le maître du temps? Non, est-ce qu'on peut passer aux questions dans 5 minutes? Non, dans 5 minutes. 5 minutes, je termine. J'ai parlé quoi? 6 minutes jusqu'à maintenant? Quasiment. Non, je termine. Alors, pour qui on vote? J'étais en train d'aborder ce plan. Pour qui on vote? D'abord, on vote pour quoi? On vote pour le principe. Le principe s'appelle la démocratie. On n'a pas le droit de dire cette fois je ne vote pas, ou cette fois les élections ne me plaisent pas, ou cette fois les élections le jeu n'est pas favorable. On vote pour le changement du personnel politique. C'est extrêmement important, ce vote. Pour le principe et pour le changement du personnel politique. J'entends Hadi l'objection très rapidement. Oui, mais les conditions ne sont pas réalisées. La révolution ne se fera jamais par les élections. D'accord. Mais attendez, il faut qu'on ait un peu de mémoire, nous les Libanais. Pendant toute la période de l'occupation syrienne, quel gouvernement, quel ministre, quel président de la République, quel directeur d'administration centrale a été nommé sans l'avis des Syriens? Alors, sous prétexte qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre, ça ne marche pas. Oui, mais la loi électorale, elle me plaît pas, personnellement, elle ne me plaît pas beaucoup, mais c'est la loi électorale, il faut jouer le jeu. Oui, mais il y a un duopole qui nous empêche de voter de manière saine. D'accord. Mais on va en tenir compte, comme on tenait compte aussi de la pression qu'exerçaient les pouvoirs extérieurs au moment où le Liban était sous une dépendance externe. Une fois qu'on a dit ça, pour qui on vote? Alors, on a dit qu'on ne va pas donner de nom. Moi, Hadi, tu m'avais posé la question du vote utile. Tu me permets de changer le mot. Je ne sais pas ce que c'est que le vote utile. On n'est pas en France. Mais je dirais, on ne vote pas pour empêcher Marine Le Pen ou Zemmour d'accéder, ou Mélenchon, ou je ne sais pas qui. Non, mais c'est surtout les extrêmes d'accéder, Marine et Zemmour. Mais il y a un vote utile. Il y a un vote utile dans ce sens-là seulement. On ne vote pas pour ceux qui ont conduit le pays à la situation dans laquelle il est. On ne peut pas, en saine logique, en saine éthique, continuer et reconduire ceux qui, aujourd'hui, ont plongé le pays dans la corruption. Je n'ai pas utilisé le mot corruption et je vais vous dire pourquoi dans les questions. Je n'aime pas beaucoup ce mot. Mais je vois aujourd'hui que les partisans de la lutte contre la corruption sont ceux qu'on accuse de corruption. Donc, on s'est accaparé le langage et dans les discours politiques, c'est ça qui l'emporte. Donc, on ne vote pas pour ce vote et pour ceux qui ont conduit le pays sur ce chemin. Deuxièmement, on vote pour des partis qui visent
ad-dawla al-madaniyya. On voit les programmes, on voit la crédibilité. Le vote est un jugement personnel. Et on se dit, est-ce que véritablement ces gens, on connaît certains, on ne connaît pas tous, véritablement veulent qu'il y ait une transition vers l'état de démocratie civile, avec un passage, un délestage du communautarisme progressif. Et on y va. C'est mon deuxième critère. Troisième critère, on vote pour ceux, parce qu'il y a beaucoup qui vont se présenter comme des novateurs, on vote pour ceux dont le passé ne témoigne pas contre eux. C'est-à-dire que moi, je ne prendrai pas pour argent comptant quelqu'un qui me dit, comme dans la chanson de Julio Iglesias, je n'ai pas changé ou j'ai changé, je me souviens plus ce que disait Julio, hein, mais en sachant que le passé est extrêmement lourd et qu'aujourd'hui, on se présente comme étant quelqu'un. Donc, il y a ce qu'on appelle un exercice de discernement. Quand je connais le passé, et dans les élections, il y a un facteur d'incertitude, parce que c'est plein de jeunes, c'est plein de gens, de jeunes noms, ou de noms qu'on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas, vous allez dire comment on peut faire confiance. Mais je ne sais pas comment on peut faire confiance. Il y a un pari dans les élections qu'on fait sur une personne. Mais à terme, ce qui est important, c'est de se dire, vu le passé, est-ce que je peux véritablement reconduire quelqu'un qui, avec ses atavismes, avec ses habitudes, avec son passé, risque, sous des dehors de changement, de me reconduire vers un passé que je veux non pas oublier, parce qu'on n'oublie jamais rien, mais que je ne veux pas voir revenir. Merci. Merci Joe, merci d'avoir… Je m'excuse d'avoir tardé un petit peu. Non, tu as tenu compte des contraintes horaires, c'est très bien. Je sais que nous avons maintenant un temps privilégié de questions-réponses. Je rappelle juste les conditions. Chacun d'entre les présents peut poser des questions à condition d'avoir son nom complet écrit et de mettre la caméra quand il pose la question et évidemment de lever la main. On pose des questions s'il vous plaît. Joe, évidemment, il répondra de façon courte. Donc les questions doivent être courtes. Et comme je suis modérateur, je me permets de poser la première question parce que j'ai entendu le mot probabilité prononcé par Joseph. Joe, quelle est la probabilité de tenue des élections, s'il te plaît? Et ensuite, il y aura Serge, en mettant le nom complet si possible, Malek et Madame Yadet peut-être. Adi, je pense que tu poses une question fondamentale parce que tout le monde se la pose et à juste titre. Hein. Est-ce que les élections vont avoir lieu? Celui qui te dit qu'il a les réponses, enfin, je ne sais pas comment il a, mais je pense que personne n'a la réponse. Mais il y a des probabilités. Essayons de voir très rapidement, deux possibilités. Pour quelles raisons des élections peuvent être bloquées? Si c'est des raisons externes, hein, l'environnement, je ne sais pas qui, quelle puissance régionale, mondiale veut absolument bloquer les élections libanaises. Non, la réponse est la probabilité est très faible. On a un appui général de tous les États qui comptent dans la région. Hein. On a l'Union européenne qui s'apprête à envoyer des inspecteurs, qui a mis de l'argent. On a un consensus régional avec le retour de l'Arabie saoudite. On a une détente sur le plan du JCPOA, du traité du 15 juillet 2015 sur la négociation du nucléaire. Je ne vois pas pour quelle raison, quelle puissance aujourd'hui prendrait sur elle de bloquer les élections. Reste l'hypothèse interne, deuxième probabilité. L'hypothèse interne est extrêmement intéressante. Mais n'importe qui, là je ne veux pas rentrer dans le détail, pourquoi X, Y, Z se sentant mal ou dépassés, etc., pourrait prendre les devants et bloquer les élections. Mais je pose la question, en étant sûr que ma réponse n'est pas certaine. Qui aujourd'hui prendrait sur lui la responsabilité de bloquer devant j'allais dire, la communauté internationale, c'est un grand mot, un mot pompeux, qui prendrait sur lui la responsabilité de bloquer au plan interne un processus électoral? Je ne sais pas. C'est une responsabilité extrêmement lourde. Il serait pointé du doigt, il serait ostracisé. Je ne vois pas l'intérêt qu'il pourrait avoir à aller au-delà après. Je ne sais pas. Donc, de ce point de vue, tout peut arriver, hein. Je ne dis pas que ça n'est exclu, mais je ne vois pas qui le fait. En revanche, ce que je vois et qui est inquiétant et qui peut être une petite raison
pour éliminer une grande réunion électorale, une grande échéance électorale, c'est le manque d'électricité, le bourrage des urnes, le vote de la diaspora qui est extrêmement inquiétant parce qu'il n'est pas organisé. Je sais qu'en France, par exemple, les bureaux de vote ont été répartis, mais dans d'autres États, à l'étranger, je sais que l'Argentine a décidé, par exemple, de ne pas procéder au vote de la communauté libanaise, dit-on, parce que c'est trop petit, etc. On a des États extrêmement vastes à l'étranger et où la communauté est mal organisée. L'argent, l'État n'a pas d'argent. Les affaires étrangères n'ont pas d'argent. Quand le ministre de l'Intérieur dit « nous sommes prêts à l'intérieur », moi je suis prêt à le croire. Mais comment on fait à l'extérieur quand on sait la faiblesse des moyens des affaires étrangères? Alors oui, pour des raisons comme celle-là, à un moment donné ou à un autre, on pourrait des motifs d'argent, mais l'argent a toujours circulé dans des votes au Liban. Je ne pense pas, de mémoire, je pense aux élections de 47, par exemple, on a pu accuser certains partis, la fin de l'époque du président Chamoun aussi, où l'argent a joué un rôle, où on a la fraude électorale. Mais je ne vois pas d'autres raisons. Donc, je suis plutôt dans l'idée que l'élection aura lieu sans vraiment m'attarder et sans avancer aucune certitude, rien que des probabilités plus probables ou moins probables, c'est tout. Merci. Serge? Bonjour à tous. Ma question est la suivante. Est-ce que le changement du mode de scrutin est un enjeu des élections? Fondamentalement, absolument. Il faudra adapter le changement du mode de scrutin à la vision qu'on a du Liban du futur. Alors, il y a des modes de scrutin qui favorisent les communautés les plus grandes. Je ne sais pas si c'est les meilleurs. Le petit scrutin, la loi de Fouad Chahab de 60 sur la base des Kazas est peut-être dépassé. Il faudrait, dans le cadre d'une décentralisation, appliquer des lois qui, à la fois, favorisent, et ça existe un peu panaché, comme on fait dans le système allemand, entre une loi qui envoie des gens au Bundestag et d'autres qui envoient des gens au Länder. Et donc voter pour une représentation locale plus à dominante de management provincial ou régional, et d'autres qui soient envoyés au niveau national. Non, certainement que c'est important. Mais ça aussi, le débat est essentiellement vicié. Vous avez des gens qui vous disent « Ah, tout le Liban est une seule région et c'est une proportion ». C'est une manière de dire nous sommes la communauté la plus importante et nous choisissons le mode électoral qui fera que les listes qui gagneront proportionnellement seront celles où la plus grande communauté entraînera les autres et subordonnera les autres communautés. Dans la loi que nous avons actuellement, nous avons aussi quelques déviations du fait que ça existait, mais il y avait un équilibre à l'époque, avant 1975, où vous avez des personnes, des représentants appartenant à une communauté qui se font élire avec les voix d'une autre. Je ne veux pas vous donner des exemples, il y a des exemples célèbres où des chrétiens font élire des voix chiites, des chiites font élire des maronites, des chiites font élire des sunnites et vice-versa, etc. Et profitent un petit peu de ce rapport de force. Moi, je crois qu'il faut arriver très vite à dépasser ce stade parce qu'on ne trouvera jamais le bon équilibre qui fera que toutes les communautés seraient favorisées par un régime électoral à base communautaire. Il faut véritablement dépasser, aller vers la constitution de partis politiques et établir des convictions de vote basées sur des choix de centrisme, de conservatisme, de progressisme, ce que vous voulez, de provincialisme si on a envie, mais dans le cadre de l'État national unifié. Mais ça, c'est un autre débat qui ne se pose pas tout de suite, mais vous avez raison, c'est la bonne question. Trouver une bonne loi électorale, c'est adapter un choix à une vision. Une fois qu'on sait de quel Liban on veut parler, on peut, si on s'entend tous là-dessus, adapter une. Sinon, on aboutit à ces lois électorales qui sont
celle de 60, celle à l'époque du goélette syrien qui était au Liban, qui a fait la loi Canaan, par exemple, Razi Canaan, qui est extrêmement célèbre et qui s'adapte à chaque fois à la conjoncture politique et à la domination externe. Merci. On passe à Malek avec la caméra si possible. Malek, s'il te plaît. Bonsoir tout le monde. D'abord, je vous remercie beaucoup, M. Maïla, pour cette présentation qui est très claire, très succincte et très straight to the point. Mais il y a deux questions que j'aimerais vous poser. Vous avez parlé de l'après 15 mai et je suis d'accord avec vous que je pense que l'après 15 mai est beaucoup plus important que l'avant 15 mai. Est-ce que vous ne pensez pas que, quels que soient les résultats des élections du 15 mai, la structure politique du Liban, c'est-à-dire hors Parlement, elle a fondamentalement changé et va certainement créer une nouvelle dynamique pour les élections de 2026 qui, elles, seront beaucoup plus importantes que celles d'aujourd'hui. Et vous avez commencé par dire que ces élections étaient très importantes parce que c'était un change game. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'élément le plus important qu'il y a eu, c'est le changement de la structure politique de la société libanaise en tant que telle? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est une question avec beaucoup d'étonnement. Vous avez parlé des banques comme étant aux abonnés absents. Or, les banques ne sont pas aux abonnés absents, ils font partie du système, ce sont parmi les plus grands destructeurs de l'économie. Or, vous avez dit que les banques étaient les abonnés absents, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et comment est-ce que vous pouvez parler de banques abonnés absents alors que ce sont un des principaux destructeurs de l'économie et de la raison de l'appauvrissement du pays? Oui, merci beaucoup. Merci pour votre question. La première, sur pourquoi je pense que le 15 mai est absolument important, plus important qu'avant. Parce que nous avons raté l'avant. C'est une révolution qui n'est pas arrivée à son terme. On n'a pas su se fixer une ligne, on n'a pas su s'organiser en parti, on n'a pas dégagé de la responsabilité. Alors, et c'était dominé par quoi? L'avant 15 mai, c'était dominé par le moralisme politique. Le moralisme politique est un formidable initiateur de changement, c'est un très mauvais traducteur du changement. Pourquoi? Parce que bien sûr tout le monde est corrompu, bien sûr on s'indigne, bien sûr on se révolte. Mais une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On descend dans la rue, on proteste, on dit voilà. Mais si on continue à parler le langage, vous êtes des corrupteurs, ça ne marche pas. Et il faut changer absolument le discours contre la corruption qui est utilisé par les corrupteurs qui pensent combattre la corruption, par le discours sur la responsabilité. Vous êtes aux affaires, vous êtes responsable. Le muhasabi, le contrôle de l'action parlementaire, l'action judiciaire, c'est comme ça qu'on va franchir le pas. Pas en continuant à s'envoyer, tu es corrupteur, moi je suis moins corrupteur, toi qui tu es, tu te prends pour monsieur propre, etc. Donc, le 15 mai est le plus important parce qu'après le 15 mai, j'espère que cette révolution qui arrive qui arrive en ordre dispersé pourra faire des coalitions ad hoc, voter au Parlement des lois ad hoc parce qu'ils ne sauront pas arriver à constituer, si vous voulez, un bloc, mais je souhaite qu'ils puissent constituer un bloc. Et à ce moment-là, on va vers le changement tranquillement et le 15 mai est le plus important. Mais il faut changer de langage. Deuxièmement, je ne l'ai pas dit parce que c'est une autre paire de manches. Aucun programme politique, je vois qu'il y a Lina Hamdan que je vois sur l'écran et qui se présente aux élections, mais je peux me tromper sur ce que je vais dire. Aucun programme politique ne s'est penché sur la question de la fonctionnalité libanaise dans le cadre régional. On a entendu du programmatique, on n'a pas entendu du narratif. À quoi sert le Liban aujourd'hui? À être l'école du Proche-Orient, l'université du Proche-Orient, l'hôpital du Proche-Orient, le système bancaire du Proche-Orient, tout est détruit. Et si on arrive à tout refaire, et je suis sûr qu'on peut tout refaire, je suis convaincu qu'on peut tout refaire, parce qu'on a et les capitaux et
et le financement qui est ailleurs. Donc, on a le capital, et les éléments qui peuvent développer. Le capital humain et le capital financier, nous l'avons. Mais à condition de voir ce que les autres ont fait dans la région, et ils nous ont dépassés là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre valeur ajoutée? Il n'y a pas de roman national. Le Liban du roman national a existé 2 fois. Une fois en 1920, où on a su pourquoi on crée le Liban. Disons les choses comme elles sont, c'est les Maronites qui l'ont proposé. Tout le monde n'était pas d'accord. Mais en 1943, on a eu un deuxième roman qu'on appelle le Wafir el-Watani. Bon, le pacte national. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des gens qui calculent au plus près combien ça va coûter, qui je vais mettre comme député à droite, à gauche. Hein. Bon, donc il faut vraiment s'occuper de ça, mais peut-être c'est pas le moment. Monsieur Malek, moi je voulais vous remercier de vos questions et vous dire peut-être, alors je retire tout de suite ce que j'ai dit, ils sont des abonnés absents. Je pense que au contraire, la responsabilité des banquiers a été écrasante. Le cartel de l'association des banques a été écrasant. Ce ne sont pas les seuls, mais je ne distingue plus entre la politique de l'État au ministère des Finances, la politique de l'État à la Banque centrale et la politique de l'association des banques. Je ne vois pas où je vais mettre le curseur et qui est responsable ou plus ou moins responsable. Il y a une action qui a été faite de conserve, comme on dit, ensemble, en même temps. Mais j'ai pu dire aux abonnés absents dans la mesure où on ne voit pas à quoi ils servent aujourd'hui et ils ne servent ni à financer ni à restituer les dépôts, ni à financer le crédit et à relancer l'économie, ni à faciliter la circulation bancaire, dont le but c'est de retirer un maximum de monnaie, de fait une police de marché, si j'ose dire, ou open market, où on essaye d'équilibrer, de retirer tantôt de l'argent, d'injecter tantôt des dollars, tantôt de les retirer, tantôt de mettre de l'argent en libanais. Non, aux abonnés absents, ça ne veut pas dire que je les dédouane, mais ils n'ont plus de fonctionnalité. Ils ne jouent plus le rôle qu'ils doivent jouer sur le plan économique, à part l'immense responsabilité qu'ils ont eue dans l'effondrement de l'économie. Alors, s'il vous plaît, je rétablis les choses. Je ne voudrais pas qu'on me comprenne mal. Merci, Joe. Alors, les 3 prochaines questions seront celles de Madame Yared, ensuite une question posée sur le chat de Louise Bad, puis une question de Lina Hamdan. Madame Yared, à vous. Oui, bonsoir, je m'appelle Carla Yared. Sorry, j'ai pas su mettre mon prénom. Carla Yared, je suis très heureux de vous retrouver. Bonsoir à tout le monde et bonsoir Oustaz. J'ai 3, je ne sais pas. C'est parce que j'ai été votre professeur, c'est ça? Et oui, bien sûr. Il y a 3-4 ans peut-être. En juin dernier. Ah, d'accord, c'est très bien. Félicitations pour votre diplôme. Donc, je ne sais pas si ce sont des questions à vous poser ou que je me pose ou des réflexions, mais bon, je les partage. Oui, vous avez développé sur l'offre politique les partis, enfin les 17 octobre, les partis néo-17 octobre et les autres. Mais quid de la demande? Moi, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est justement la mentalité de l'électeur. C'est-à-dire cette personne qui tient son bulletin et qui ne sait pas quoi en faire. Parce que depuis trop longtemps, on peut dire peut-être 50 ans, j'ai développé un concept où je dis que le citoyen libanais est devenu maf'oul bihi. Les politiques sont les fa'il, ils se jouent des gens et les gens sont là qui suivent pour beaucoup de raisons, dont peut-être cette inquiétude communautaire. Mais est-ce que cette inquiétude communautaire s'applique autant aux jeunes générations qu'à, je ne sais pas, comme vous dites, où placer le curseur, à partir de quel âge? C'est-à-dire que quand on parle avec nos enfants qui sont dans la trentaine, ils sont écœurés. Quand on leur dit oui, mais il faut voter pour ici ou là, ou enfin, ils posent des questions, ça les intéresse. Et les partis et tout ça, ils disent, mais vous êtes tous malades. Ce confessionnalisme, c'est vrai, il est là, il existe, mais je pense que c'est quelque chose aussi qui peut enfler et se rétracter. Et je ne sais pas comment on va surfer pour qu'il se rétracte. Daniel, on peut passer à la question, s'il vous plaît. Bon, et ma question, qui n'est pas vraiment une question, c'est aussi une inquiétude.
c'est que, comme vous avez répondu, qu'est-ce qui peut empêcher les élections? Oui, bien sûr, un événement sécuritaire peut empêcher, mais comme le renouvellement au Parlement va se faire quoi, sur 10%, 15% des sièges, il serait con, les partis au pouvoir, d'annuler les élections parce que ces élections vont aussi leur redonner une légitimité. Et quand Macron reviendra au Liban, il nous dira pas vous les avez élus, il nous dira vous les avez réélus. Oui. Mon constat est très triste. Merci madame. Merci madame Jo, tu veux réagir? Oui, alors là, sur votre première question, qui est très vraie, cette affaire du fa'il et du maf'oul bihi. Vous savez ce que c'est qu'une révolution? C'est quand le maf'oul bihi devient fa'il. Alors, tant qu'il reste maf'oul bihi, comme vous dites, je reprends vos termes, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le suivisme, le mouton. Un philosophe qui était très ami de Montaigne a utilisé un terme que nous utilisons en sens politique, et il appelle ça la servitude volontaire. La servitude volontaire, quand on accepte volontairement d'être le maf'oul bihi. Donc, ça c'est un niveau de conscientisation. Le Libanais qui a un vote en main, comment il vote? En général, le vote, il est de trois manières. Soit c'est un vote rationnel, et c'est ce qu'on voit dans les grandes démocraties, on vous dit voilà mon programme, voilà combien il coûte, voilà combien je vais dépenser pour l'éducation, voilà combien je vais dépenser pour l'armée, vous faites un débat, non, pas l'éducation, ça c'est du rationnel. C'est jamais rationnel, mais c'est à dominante rationnelle. Il y a le vote émotionnel, qui peut être un vote charismatique, et au Liban, c'est peut-être le vote dominant, mais il est dominant sur le plan communautaire. Chid de l'Assad, attention, la communauté est en danger, voilà et vous faites avec ça du conglomérat communautaire. Le troisième est le vote national, où on se dit, je ne sais pas moi, par exemple, l'Ukraine est en train de donner un exemple de nationalisme. Mais ça, il faut passer par des phases extrêmes et être Alors nous, on se situe où? Rationnel, je ne le vois pas beaucoup. Communautaire, je le vois beaucoup. Mais c'est un vote panaché cette fois. C'est du communautaire. On va pas se. Quand je dis, je me présente comme le candidat grec orthodoxe de la liste qui est pour le changement total du Liban. Il y a une contradiction dans les termes, mais elle est acceptable parce que c'est l'état des choses. On va pas faire le monde. Bon, mais vous dites déjà que vous êtes grec orthodoxe, mais que vous voulez vous débarrasser du communautarisme. Donc, on est dans un vote national de transition, mais à partir d'une classification communautaire, puisque vous êtes le représentant de votre communauté sur une liste qui veut dépasser personnellement, enfin en tant que politique, vous voulez dépasser le communautarisme. Donc le choix est compliqué. Alors les jeunes générations, comment elles votent? Malheureusement, elles votent avec leurs pieds. Ma chère Carla, que j'ai plaisir à retrouver après tellement d'années. Pourquoi elles votent avec leurs pieds? Parce qu'elles partent. Heureusement que le monde est mondialisé, c'est-à-dire que les Libanais sont les premiers mondialisés, que nous avons de la diaspora partout, que la diaspora peut revenir, que nous pouvons faire s'il vous plaît, pas d'experts. Nous avons donné dans cette phase de transition. C'est pas la question qui était posée, mais les experts, il faut plus d'experts. Si vous vous présentez aux élections, faites de la politique. La politique, c'est des choix. Le choix, c'est la volonté. L'expert, avec tout le respect que je le dois, c'est quelqu'un qui est payé pour faire des propositions. Et c'est vous qui choisissez. Donc, un expert n'est pas un politique. Mais un politique peut s'aider d'experts. Mais un expert ne fera jamais la place du politique parce que je sais qu'on amène tel groupe, je veux nommer personne, tel autre, etc. On a besoin de l'expertise. Mais la politique, c'est une question de choix. Où on veut aller. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis sur cette dimension qui n'était pas posée. Je m'arrête là, Hadi. Merci. Je vais changer un peu l'ordre. Donc, Louise peut poser sa question. Oui, bonsoir. Louise, à toi. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Meïla. Toujours un plaisir de vous écouter. Vous avez dit tout à l'heure que les fils d'eux, est-ce qu'on a le droit de les exclure de la révolution? Donc, je veux bien.
Et ensuite, vous dites qu'il ne faut pas voter pour quelqu'un qui a été dans la corruption. Je ne sais pas si c'était vos termes exacts, mais c'est ce que j'en ai retenu. Oui. Quelqu'un qui est fils d'eux, dont le père a été un de ceux qui ont démarré la corruption à bonne échelle, dirons-nous. Il était un peu parent pauvre par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ne rentrez pas dans trop de détails, madame. Mais néanmoins, justement, je ne rentre pas dans de détails, mais qui est dans le même parti. Comment on le définit? On a du mal, enfin personnellement, j'ai du mal à le classer et j'ai du mal à faire confiance au discours. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, c'est une très bonne question. Je croyais avoir donné quelques pistes, mais ça me donne l'occasion de revenir. Nous partons d'une situation qui s'appelle la démocratie. La démocratie, c'est l'individu. Donc, on choisit quelqu'un, en principe, pour lui. Alors, il peut être très connu, venant d'une famille très connue. Il peut être quelqu'un de totalement inconnu. Et il peut être quelqu'un dont les parents ont fait dans la politique, qui sont très connus. Moi, je juge la personne pour la personne. Personne n'est responsable des erreurs ni de la grandeur de ses parents. Sinon, c'est fini. Sinon, c'est terminé. Si nous sommes démocrates, nous sommes dans une démocratie de citoyenneté. La citoyenneté, c'est l'individu. C'est pas la famille, c'est pas la communauté. Donc, la première idée, c'est de dire, voilà, monsieur X, on voit aussi des familles dans lesquelles les enfants ne sont pas d'accord avec leurs parents. Enfin, on peut dire, ça ne se fait pas beaucoup au Liban, mais vous avez des familles, je sais pas moi, dont le père est connu pour être un apparatchik socialiste qui deviennent des représentants du parti de la droite et des conservateurs. Donc, on choisit la personne pour la personne. Mais on fait en sorte que le passé de cette personne ne soit pas une source de pesanteur, en se disant, est-ce qu'il a changé du jour au lendemain? Est-ce que c'est possible? Alors, si son passé ne témoigne pas pour la gloire, bon, c'est à vous de voir. Ou vous faites confiance et vous dites, tout le monde peut se tromper. Bon. Non, je ne demandais pas une consigne de vote, hein, loin de moi cette idée. Non, j'ai bien compris. Mais vous avez oublié le troisième paramètre. Oui, le troisième paramètre de ma question, qui est le même parti. Ah, le même parti, non. Bon, il est toujours dans le même parti. Non, ça ne m'intéresse pas, franchement. Ça ne m'intéresse pas. Je pense que, comment on change les partis? Je pense par exemple à des exemples historiques. Je ne sais pas, je ne vais pas prendre le cas de Juan Perón, ni le cas de Madame Indira Gandhi, la fille de Nehru, pardon. Je ne sais pas quel exemple on peut prendre d'un rénovateur de l'intérieur du parti, appartenant à une famille du parti, qui rénove le parti. Je pense par exemple à quelqu'un comme François Mitterrand, puisque nous sommes dans un environnement francophone, qui a fait partie il était sous Pétain. Il a reçu la Francisque du maréchal. Ah oui. Il a été dans l'ancienne, ce qu'on appelait l'SFIO. Il a été, dans les années 1970, il a fait prendre le tournant du Parti socialiste. Et il est arrivé à devenir président de la République en créant le PS façon moderne. Bon, voilà un homme qui a évolué pour son parcours. Est-ce que je peux venir lui reprocher en lui disant, mais en 1940, parce que c'est un politicien presque, j'allais dire, du 19e siècle, de la génération un peu plus jeune que De Gaulle, qui était lui du 19e siècle, mais Mitterrand, c'est 1916-1917, la naissance. Est-ce que je peux lui dire, non, monsieur, vous êtes quelqu'un qui a porté un très lourd héritage, etc. Il y a des dynamiques de changement. Et le vote est une aventure. Disons les choses comme elles sont. On ne vote pas pour le meilleur CV, on ne vote pas pour la meilleure moralité, et on ne vote pas parce qu'on est allé dans la chambre à coucher des gens et qu'on connaît tout de leur compte en banque. J'en sais rien. À ce moment-là, après... bon. Non, mais c'est vrai que le talent de Mitterrand, on peut ne pas aimer Mitterrand, mais c'est sûr qu'il a du talent. Voilà. Non, mais je voulais vous montrer comment on peut changer sans on est d'accord. D'accord. Enfin, je ne sais pas s'il a changé, mais il avait du talent. Lui, on va passer. Je ne veux pas accaparer la conversation. On va passer aux questions suivantes. C'est l'action. Merci, Hadi. C'est l'action qui compte et ce sont les alliances. Jugez les gens sur les programmes. Ne le jugez pas sur leurs intentions. Jugez sur les actes, pas sur les présupposés. Quand quelqu'un vous dit « je vais faire 1, 2, 3, 4 », dites « voilà,
sauf s'il vous a trompé de manière très grave et qu'il a fait 5, 6, 7 qui n'étaient pas prévus au programme. Ça devient scandaleux. Merci beaucoup. Merci. La prochaine question est à Lina. Lina. Oui, bonsoir, merci pour tout ce que vous nous avez exposé. Moi, la question, c'était, je voulais simplifier la chose. Vous avez parlé de game changer, de la fonctionnalité de l'État en tant qu'État. Oui. Et nous savons tous, nous avons fait, moi je suis candidate à Beyrouth 2, mais nous avons fait tellement de sondages, de pôles, nous avons questionné des milliers de personnes. Et la première chose qui a été recommandée, nous avons essayé de classer les recommandations, ce que les gens voulaient. Nous avons vu des milliers de personnes. Eh bien, la première chose, c'était le réseau de sécurité sociale. C'était la première chose. Les gens n'ont pas parlé de souveraineté alors que c'était notre fer de lance. Ils ne parlaient pas de neutralité. Pour eux, c'était le réseau social. Donc, d'abord, la couverture médicale, les pensions de retraite, bien sûr, l'électricité et toutes les choses. Donc, tous les programmes qui se présentent se ressemblent. Ce sont presque la même chose. Pardon, donc, nous, on a question décidé. La question, si voilà. possible. La question, c'est, comment faire? Maintenant, le Fonds monétaire, il a demandé des choses très, très, très précises. Absolument. Voilà, les choses très précises, et nous avons peut-être parmi nous quelqu'un qui pourrait nous parler de la restructuration des banques, de la récapitulation, et donc, et la réforme du secteur de l'énergie, la réforme, tout ce qu'il y a comme réforme, c'était des conditions sine qua non pour faire n'importe quoi. Donc, l'idée, nous, on est en train, la seule stratégie que nous avons, c'est de faire baisser les sièges de 71 à 60. Voilà, ça s'arrête là. Lina, ça me plaît beaucoup, cette idée de faire barrage et de faire baisser les sièges supposés de la majorité supposée de 71 à 63. Ça, c'est la seule stratégie. Ça s'appelle faire de la politique. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de chance. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous et vraiment pour votre action. Merci, mais c'est pour dire que les gens sont dans le pratique. Ils sont dans ce qui est pratique. Je suis parti de ça au début. Moi, je ne viens pas très souvent au Liban. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est la focalisation sur la politique, mais quand je descends et que je parle aux gens, le jeune veut partir, l'universitaire ne trouve pas son compte, l'épicier est en train de faire faillite, l'hôpital est en mal. C'est exactement ça. C'est ça la double compte. Mais dans des démocraties non schizophréniques, la politique sert à régler les questions sociales. Or, nous sommes dans une politique qui règle des affaires régionales et planétaires, et on est avec Poutine, le Hezbollah, ou avec Biden contre Zelensky. Vraiment, c'est hallucinant. On a un cerveau qui est comment on appelle ça, une séparation de personnalité, une schizophrénie politique. La politique, ça sert à résoudre les questions des gens. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes. On a un problème de souveraineté et on a un problème de sécurité sociale, je parle. Le filet de sécurité sociale dont vous avez parlé tout à l'heure. Bon, écoutez, bonne chose. Merci. Roy, à toi. Merci, Hadi. Merci beaucoup, Joe. C'était passionnant de vous écouter. Et moi, en fait, j'ai une question. J'ai pas une question. J'ai une demande d'aide. Joe, aujourd'hui, nous sommes dans la diaspora. Aller voter, c'est relativement compliqué. Il faut prendre des distances. Il faut faire des grands déplacements, des distances, etc. Et aujourd'hui, j'entends de plus en plus des gens qui peut-être ne sont pas avec nous aujourd'hui pour écouter toutes les belles choses que vous dites et donner de l'encouragement. Ils se disent, mais au fait, ça va servir à quoi? Parce que quel est le best case, ou bien quel est le base case sur lequel nous travaillons pour que dans ce nouveau Parlement, il y ait quelque chose qui va nous aider à changer? Donc, du coup, il y en a pas mal qui disent, on n'a pas besoin d'aller voter, ça va servir à rien. Donc, ma demande, Joe, s'il vous plaît, donnez-moi tous les arguments. C'est quoi le base case sur lequel nous travaillons? Pourquoi je vais demander à tous mes copains, à tous ceux qui nous écoutent, d'aller voter? Il y a quelque chose qui est faisable. On peut atteindre quelque chose. Je vais vous dire. Merci.
Merci de votre question. Elle est vraiment d'une profondeur. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ça en 5 minutes, ni même en 50. Le vote civique est un vote éthique. Si vous n'éprouvez pas le besoin, vous-même, de vous faire respecter, je ne parle pas de vous, bien entendu, de vous faire respecter en amenant des représentants qui soient respectables, c'est que le pays est en voie de perdition. Si on se respecte, on vote pour des gens respectables et on est responsable de son vote. Sinon, après, c'est trop tard. On verra dans 4 ans. Bon. Donc, le vote civique est un vote éthique. Le vote civique, le vote qui est civique, est un vote de sanction. Ce n'est pas possible que des gens qui ont amené le pays à une faillite retentissante, impossible, qui sont impossibles à penser, impossibles à se figurer, et qui sont toujours aux affaires. Et aucune affaire n'a débouché, que ce soit des affaires de corruption économique, de meurtre, de conflagration, de je ne sais plus trop quoi, rien ne marche. Donc je me dis quelque part qu'il y a un principe de responsabilité que je ne vais faire jouer. Troisièmement, nous sommes un pays de pesanteur, de lourdeur, d'atavisme. Il y a une phrase de Karl Marx qui me plaît beaucoup et que on retrouve dans beaucoup de conflits, notamment le conflit irlandais. Mais le conflit libanais est typique de ça. Marx disait, alors qu'il expliquait tout par l'économie, quand il a été confronté à l'exemple irlandais au XIXe siècle, vers les années 1816, ça commence, Marx écrit à la fin. Et il n'arrive pas à trouver une solution au problème, à comprendre comment économiquement l'Irlande est en train de s'entre-déchirer entre catholiques et protestants. Il n'arrive pas à trouver l'explication par la classe sociale. Et il dit une chose qui m'a beaucoup frappé venant d'un matérialiste. Dans certaines situations, le poids des morts pèse très lourd sur le cerveau des vivants. Cette phrase, je l'ai découverte quand je faisais mes études de philosophie. Elle m'a toujours poursuivi. Le poids des morts pèse toujours sur le cerveau des vivants. C'est-à-dire, il y a des mécanismes de peur, de réflexe, qui continuent à véritablement être là. Et moi, je pense que moi, je suis d'une génération qui va jouer de moins en moins de rôle sur le plan politique. J'en ai jamais joué aucun. Mais il faut sortir de cette idée, se débarrasser du passé d'une certaine manière. Pas du passé, on ne se débarrasse pas du passé, mais des réflexes du passé. Et aller vers de plus en plus de rationalité, un peu moins de communautarisme. Moi, je veux décourager personne, mais on ne va pas devenir aujourd'hui, le 14 mai, on est communautaire, le 16 mai, on sera laïque. Bon, personne ne pense à ça. Mais se mettre sur la voie du changement. Si nous, on n'y pas ça, qu'est-ce qu'on laisse aux autres qui viennent après nous? On va leur dire on n'a rien fait, on peut leur dire on a commencé un bout de chemin. Moi, c'est toute l'importance que j'accorde à cette échéance électorale. C'est que c'est le début de quelque chose. C'est la fin de rien du tout. On ne va pas tourner une page. C'est le début de rien de spectaculaire, mais quelque chose qui pourra véritablement nous amener à passer au futur. Si on pense que ce pays vaut la peine d'y vivre, s'il vaut la peine de vivre dans ce pays, s'il vaut la peine de le transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants aussi, on peut commencer. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. On ne peut pas accepter d'être volé, d'être spolié, de voir le nombre de morts et les assassins en train de courir. C'est pas possible, je ne sais pas. Peut-être que j'ai réagi un peu moralement, éthiquement, mais je ne sais pas ça l'argument fondamental. L'argument fondamental, il faut commencer quelque chose. C'est tout. Après, je ne sais pas. Comme disait, je ne sais plus trop qui, au roi, je pense Louis-Philippe, qui voyait la révolution se faire en disant mais est-ce que nous allons, mon Dieu, est-ce que vous savez où on va? Et il lui a répondu sire, l'avenir appartient à Dieu. On commence quelque chose, mais je ne sais pas qui peut savoir où tout cela peut mener. Merci Joe. Il est 22h03 à Beyrouth. Désolé, on est peut-être un peu long. Non, mais moi, je suis là, Adi. Si tu as sommeil, c'est autre chose. Alors, bientôt, mais pour l'instant, il y a 3 questions qui nous attendent de Robert, Nadine et Michel en ordre.
Robert, avec caméra si possible. Bonsoir, professeur Maïla. Je m'appelle Robert Mourani. Professeur Maïla, j'ai remarqué qu'en quoi, dans votre analyse, il y a quelque chose que j'ai estimé est important, c'est l'accord de Taïf. Oui. L'accord de Taïf qui a été fait dans un pays où le problème de la liberté ne se pose pas. Oui. Je crois que le problème de Liban à la base, est la question de la liberté plus que la question de la démocratie. C'est la liberté qui apporte une vraie démocratie à ma connaissance. Et dans l'accord de Taïf, il s'est avéré comme quoi que le pouvoir au Liban n'est plus présidentiel, c'est devenu, il y a un président, il y a une partie de pouvoir, et là, le président du Parlement, qui a une autre partie de pouvoir. Et troisièmement, il y a le Premier ministre qui a le troisième parti de pouvoir. Et le pouvoir est... Pardon, Robert, quelle est la question, si possible? Oui. La question sur cette issue, c'est on va, après le 15 mai, il s'est avéré comme quoi, de corriger ce système politique. OK? Maintenant, dans le cadre que nous sommes dans un pays confessionnel, il paraît que pour les chiites, ils ont leur poids. Pour les sunnites, ils auront leur poids. Et chez la confession chrétienne, qui sera la personne qui pourra, négocier avec ces deux parties du pays Liban, pour arriver à sauvegarder cette liberté, pour avoir une démocratie qui a une sens profonde. Ça, c'est la première question. Merci Robert, votre question. Vous savez que je suis l'auteur d'un livre sur les accords de Taïf. On pourra peut-être que Hadi organisera un débat un jour sur l'avenir de l'accord de Taïf, qui est une question extrêmement importante. Et effectivement, l'accord de Taïf n'est pas un très bon accord sur le plan constitutionnel. Mais il n'y a pas de bons accords. Et sur le plan constitutionnel, moi, j'ai commencé ma vie comme professeur droit constitutionnel et de sciences politiques. On peut reprocher des choses. Mais c'est un accord qui a amené la paix, donc moi je l'accepte sur ce plan-là. Et donc on peut parler de voir comment effectivement le pouvoir a été transporté du président de la République vers le Conseil des ministres en tant que collégialité. Mais ce n'est pas vrai, jamais un président de la République ne pouvait faire ce qu'il voulait. Jamais un conseil des ministres n'a décidé tout seul. Le Liban est un pays de consensus communautaire. Nous faisons la distinction entre un pays de constitutionnalisme écrit et un pays de coutume, l'Arf de Story. Et nous sommes un pays de coutume constitutionnelle. Nous corrigeons par la pratique les défauts du droit positif. C'est comme ça qu'on a fait, par exemple, quand le président a été en principe dépouillé de tous ses pouvoirs au sortir de Taïf, on a créé la Troïka. Donc, immédiatement, le président de la République s'est retrouvé dans la... Alors, deuxième question, vous dites, on a fait ces accords à Taïf. C'est pas, effectivement, l'Arabie Saoudite n'est pas le parangon de la liberté individuelle. Je vous rappelle qu'on a continué à Doha, ce qui n'est pas mieux. Mais ce sont des lieux, il ne faut pas penser que c'est les Saoudiens qui ont inspiré ni les Qataris qui ont inspiré l'élection du président Michel Sleiman après l'accord de Doha. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes arrivés à maintenir les libertés publiques, qui sont un socle important. Tous les articles 8, 9, 10, 11 de la Constitution parlent des libertés. Je pense que nous les avons maintenues. Ensuite, alors, il reste votre dernière question qui est l'équilibre des pouvoirs entre les communautés. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que les chiites parlent d'une seule voix, les sunnites parlent d'une seule voix, les chrétiens, où est la voix? Je crois que non. Je crois que nous sommes un pays de pluralisme politique, y compris à l'intérieur des communautés. Et heureusement que les communautés n'ont pas une politique, mais ils ont plusieurs tendances politiques, ils ont plusieurs dirigeants politiques. Ce qui gauchit un peu la perception, c'est que le duopole chiite a phagocyté, a monopolisé la représentation.
Alors, on se trouve aujourd'hui dans une situation où, véritablement, le vote chiite est bloqué. Mais le vote druze est ouvert, le vote chrétien est ouvert, le vote sunnite est ouvert. Vous pouvez voter pour plusieurs candidats dans la communauté sunnite, grec orthodoxe. Il n'y a pas d'unité. Donc, il faut retrouver cette démocratie à l'intérieur des communautés avant de retrouver la démocratie à travers ou intercommunautaire. Il faut trouver de la démocratie intracommunautaire. Et celle-là, elle existait en 1900. Regardez les grandes alliances qui se faisaient autour de Stour et du Bloc national. Ensuite, il y a eu le Chehabisme et le Helf. C'était pourtant deux partis chrétiens, mais il y avait deux tendances. Ensuite, il y a eu, je ne sais pas moi, Kamel Assad, mais il y avait Sabri Ahmadi, et il y avait d'autres représentants chiites. Je ne vous parle pas je parle pas de Rachid Karami, je ne vous parle pas de Sami Salah, de toute la représentation sunnite à Beyrouth, d'Abdallah Yafi. Il y avait du pluralisme au sein de la communauté. Il faut retrouver ce pluralisme. C'est le signe de la vitalité communautaire. Et donc, le signe que quelque part, on vit plus dans la démocratie que dans le communautarisme. Moi, je veux bien le communautarisme. Je ne veux pas le chasser. Je sais que nous sommes un pays de communauté, mais je ne veux pas que la communauté soit le centre de décision de la politique. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas m'enlever mon identité. Vous ne pouvez pas me faire que je sois, je ne sais pas moi, chiite alors que je suis sunnite ou maronite alors que je suis orthodoxe. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis un pays de communauté. Mais est-ce que mon vote doit être un vote grec-catholique? À la limite, ça ne veut rien dire. Et je souhaite qu'on dépasse cet état le plus rapidement possible. Mais je sais que nous sommes un pays de... Regardez les Suisses, regardez les Belges, regardez les Canadiens, que ce soit pour des facteurs linguistiques ou des facteurs ethniques ou des facteurs de canton, de région, ils arrivent à conjuguer ce qu'on appelle la démocratie ethnique. Nous, on est de la même ethnie, nous sommes tous des Arabes au Liban. Mais la démocratie doit conjuguer à la fois le respect des droits du groupe, si vous pensez que c'est important d'être dans le groupe, et les droits de la citoyenneté et de l'égale citoyenneté, et les droits de sortir de votre communauté. C'est l'option précédente d'aller vers une communauté laïque de choix pour le mariage civil, par exemple, pour l'héritage, etc. Et c'est un vaste programme. Mais vous posez des questions compliquées. Merci. On va passer à Nadine. Bonsoir, Monsieur Maïla. Mais je n'ai que des étudiantes ce soir, d'anciennes, et pas des moindres. Je voulais d'abord vous féliciter pour tout cet exposé qui était hyper intéressant. Ma question va être toute simple. Je sais que vous avez toujours été un visionnaire pour tout, que ce soit en ce qui concerne les accords de Taïf, etc. Ma question est simple. Quelle est au vu des listes qui sont présentes sur le territoire libanais, quelle est la probabilité que nous ayons en tant qu'opposition une majorité parlementaire? C'est tout ce que je pose comme question. Il faut répondre avec lucidité. La lucidité n'est pas à confondre avec le pessimisme. Il faut avoir la lucidité du réel et en même temps avoir une volonté optimiste. Non, les chances qu'on sorte avec une élection comme celle-là ou dans ce cadre-là avec une majorité de l'opposition, c'est impossible. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est que l'opposition? J'ai essayé de montrer que ça. Est-ce que c'est l'opposition des partis traditionnels qui sont dans l'opposition à d'autres partis traditionnels? Est-ce que c'est l'opposition qui est surgie de la révolution qui n'a rien à voir avec le passé? Je n'en sais rien. Moi, je plaide pour un éventail. Je plaide pour une alliance qui va des traditionnels aux anciens partis, aux personnalités politiques et aux nouveaux venus de la politique révolutionnaire, sur la base d'un programme, ou sur la base, maintenant que c'est fini, le programme, c'est derrière nous, sur la base d'un programme d'action. Pas d'un projet, mais d'un programme d'action. C'est la seule solution.
La politique, c'est les alliances. On ne fait pas de la politique tout seul. On regarde qui sont ses amis, qui sont les plus proches, qui sont ceux qu'on ne veut pas voir pour leurs valeurs ou pour leurs intérêts qui sont contradictoires avec les nôtres arriver. Et c'est comme ça qu'on construit. Il faut avoir l'attitude rationnelle de celui qui édifie un projet politique rationnel et de construction politique. Mais une majorité qui sorte comme dans les démocraties du Nord, je sais pas moi, 56% pour M. Macron, 42% pour Mme Le Pen, ou 58-42, je crois. Ça n'existera pas. Ça n'existe pas au Liban. Il n'y a pas de majorité au Liban. Il n'y aura jamais de majorité. Heureusement qu'il n'y a pas de majorité. Parce que le risque d'avoir une majorité dans le cadre libanais, le risque, c'est d'avoir une majorité communautaire. C'est tout, c'est simple. Hein. Je ne vois pas. Sauf si on a un formidable parti transcommunautaire que j'appelle de mes voeux et qui prend dans toutes les communautés et qui constitue un parti. Ça, c'est formidable. Ce n'est pas demain la veille. Donc, on va faire avec des plus ou moins confessionnels, avec des plus ou moins laïcs. Dans l'opposition, il y a des centristes, des gens qui sont au centre comme le Bloc national. Il y a des gens qui sont plus à gauche, comme le parti de Charles Nahas. Et il y a des gens qui sont plus à droite, comme le parti des Kataeb, par exemple. Il y a des personnalités plus conservatrices. Il faut faire avec tout ce monde. Tout ce monde. On ne peut pas exclure, sauf véritablement les gens qu'on ne veut pas voir retomber dans les travers corrupteurs du passé. Parce que c'est ça qui nous a ruinés. Hein? C'est ça qui nous a rongés. Donc, il faut avoir le courage d'estimer que personne n'est autosuffisant. Quand j'entends des gens qui disent « moi, je fais le président de la République et je nomme le Premier ministre et peut-être que je nommerai aussi le gouverneur de la Banque centrale », je me dis « c'est fini, quoi. Il n'y a plus qu'à faire de la politique entre soi. » C'est pas possible. Donc, avoir l'intelligence des alliances. Être intelligent en politique, c'est savoir ce qu'on veut faire, ça c'est un. Deuxièmement, avec qui on veut le faire. Hein? Dites-moi avec qui vous voulez vous allier et je vous dirai qui vous êtes. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Il y avait eu une main levée de Michel Ferrene. Est-ce qu'il y a une question, Michel? Oui, je pensais, bonsoir, Joe. Je pensais voilà. Non, il ne vous a pas oublié, non? Non. Comme quand tu sais, je suis dans le domaine financier. J'ai juste deux petites questions. Oui. Si jamais aujourd'hui on veut prendre la responsabilité au point de vue financier sur le terrain, nous avons quatre acteurs qui sont l'État, les banques, la Banque centrale, les banques commerciales et les déposants. À mon avis, je ne sais pas si tu partages cet avis, les déposants, nous ne devons pas responsabiliser les déposants. Si on veut les responsabiliser, c'est peut-être à 5 ou 10% au maximum. D'après toi, quelle est la responsabilité de l'État, de la Banque centrale, des banques commerciales et des déposants au point de vue pourcentage? Ça, c'est la première question. La deuxième question, moi, à mon avis, je ne sais pas si tu partages, c'est qu'aujourd'hui, la question est, quand il y a eu le défaut sur le paiement des eurobonds, et je ne sais même pas qui a pris cette décision et comment elle est venue cette décision en l'espace de quelques minutes, qui a pris cette décision, et ça a été le trigger point qui a fait vraiment tout chuter en l'espace d'une seconde. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pris la décision de ne plus payer les dus de l'État, les euro-obligations, à mon avis, 5 secondes après, c'était la mort du Liban. Je ne sais pas si tu parles. Alors, je vais commencer par la deuxième question et en avouant que je ne suis pas, comme tu sais, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là. Mais à l'époque où nous avons fait défaut sur le paiement des intérêts dus pour les eurobonds, on avait des réserves qu'on a ensuite dilapidées pour maintenir ce qu'il fallait faire, mais ça, encore une fois, c'est un avis de néophyte, mais peut-être du bon sens, je ne sais même pas il y a du bon sens. C'est tout de suite de payer, de ne pas faire défaut, et d'aller tout de suite vers le FMI, en disant, moi, la prochaine fois, j'aurai des difficultés à payer. Mais une fois que nous avons fait défaut, on s'est mis dans une situation de quasi-faillite.
On a fait défaut. Quand on fait défaut, en général, quand on est une institution privée, une banque, une firme, c'est la liquidation judiciaire ou un rattrapage ou une recapitalisation en toute vitesse sous l'égide d'un tribunal qui va organiser là. Donc ça, je suis d'accord avec toi. La première question, tu veux me fâcher avec le monde entier. Qui est responsable et quelle est la proportionnalité. Oui, la proportionnalité. Moi, je vais te dire, je ne peux pas. Les déposants n'ont aucune responsabilité, honnêtement, aucune responsabilité. Alors, on va faire le capital control. Oui, mais je veux dire, moi, je suis déposant, j'ai gagné de l'argent, je le mets dans la banque, et la banque me dit, mais je l'ai utilisé pour financer le déficit de l'État. Je veux dire, fais-moi tous les dessins du monde. Je veux dire, c'est contraire à la pratique bancaire, à la philosophie de la banque. Moi, je ne donne pas de l'argent pour que bien sûr, tu finances des activités, mais en sachant qu'il y a en contrepartie quelque chose. Là, tu finances un État qui est en déficit permanent. Donc, voilà. Ensuite, le reste, je ne sais pas, franchement, mais je pense qu'ils sont solidairement. Ça existe en droit commercial, le principe de la solidarité, une responsabilité solidaire. On peut condamner un groupe, pas un individu, mais on considère qu'il y a alors soit de la complicité, soit un défaut objectif de management, mais qui est réparti sur tout le monde. Alors c'est facile de se renvoyer la balle et de dire ce sont les banques qui vont dire mais moi j'avais d'excellents intérêts qui m'étaient donnés par la Banque centrale, qui dit mais moi vous savez j'étais obligé d'être aux ordres, si j'ose dire, du ministère des Finances qui me demandait de l'argent. Mais honnêtement, je ne pense pas que nous sommes la seule banque centrale du monde qui finance les importations de blé. C'est un travail de l'État. C'est l'État qui a disparu ou qui n'a pas su mettre de l'ordre et envoyer des signaux aux responsables, y compris aux fonctionnaires de l'État, en disant non, ça ne marche pas comme ça. Donc, on a mis sous pression soit des banques, soit la Banque centrale pour financer des activités. Alors, ce n'est pas une manière d'exonérer ni la Banque centrale, ni les banques, mais qui était lucrative, et pour la Banque centrale et pour l'État. Mais c'est malheureux parce que quand je vois la déperdition des dépôts que nous avions, c'est incroyable à la vitesse avec laquelle les réserves, peut-être y compris obligatoires, ont disparu. Ça, s'il y a de quoi pleurer là-dessus, je veux dire, on aurait pu à un moment donné arrêter, se mettre, je ne sais pas moi, sous la tutelle ça a été fait à l'époque il faut le dire objectivement, à l'époque du gouvernement de monsieur, comment il s'appelle, Hassan Diab. Il y avait des efforts de restriction extrêmement louables qui n'ont pas été suivis. Je veux dire, en plus, on n'a pas la clarté des chiffres. C'est quand même unique au monde qu'on ne sache pas comment faire une réforme parce qu'on n'a pas le bilan. Non, mais on a pris trop de retard dans ça et une irresponsabilité collective terrible. C'est pour ça que moi, je parlerai de co-responsabilité solidaire. Ouais. Merci. Comme d'habitude. On va prendre une dernière question. Merci Michel. On va prendre une dernière question de Michel Razal et ensuite la conclusion avec Hadi Antoun. Oui, merci Hadi. Je n'arrivais pas à lever la main, je ne sais pas où c'est. D'abord, merci à Joseph pour cet exposé tout à fait synthétique dans lequel vous avez fait deux constats. D'abord, l'impossibilité d'avoir une majorité apparemment suite à ces élections. Et le deuxième, c'était la difficulté à créer, à bâtir des alliances qui l'auraient éventuellement permis. Donc mes deux questions rapides sont d'abord, quels sont selon vous, Joseph, quels ont été les obstacles pour créer des alliances, des coalitions? Et la deuxième, pour l'avenir, celle-là, comment les surmonter à l'avenir? Merci. Merci Michel, je suis très content alors je sais penser qu'on se tutoyait, de vous revoir à travers on se tutoie. Alors, sur les majorités dans les systèmes de concordance, là où le système de concordance peut faire défaut, et il a fait défaut,
c'est quand les majorités ne se constituent pas en amont mais en aval. On a eu des exemples à l'époque du Destour et du Bloc national où les majorités se faisaient en amont. À l'époque du Helf ou du Nahj. Et on a vu comment, à partir de 67, la fin du mandat de Charles Helou, on a eu un changement total. On est passé du chéhabisme à la victoire de Slimane Frangi qui inaugurait quelque chose de nouveau par la voie des urnes. C'est bon, c'est mauvais, ça n'appartient pas à juger, mais on a vu que ça fonctionnait. Mais depuis cette époque-là, les choses ne fonctionnent plus comme ça. Et on a ce qu'on appelle, ce que les politistes appellent, des majorités politiques par agrégation. C'est-à-dire, on peut avoir des majorités politiques par alliance avant, comme le programme commun de Mitterrand, de X, Y, on fait des programmes et on va solidairement allier aux élections, on gagne et la majorité arrive. On l'a eu aussi à l'époque de Camille Chamron, à l'époque de Bchar al-Khouri, etc. Il y avait des blocs et qui étaient transcommunautaires. Dans les blocs, ce n'étaient pas des blocs de chrétiens ou de musulmans, c'était des blocs où il y avait des Sam Salah avec des Camille Chamron, des Saeb Slem avec des Fouad Chab, des Rachid Karam mais plutôt avec Fouad Chab, des Saeb Slem avec Slimane Frangi. Donc, on avait donc on a des solidarités par agrégation qui se font après. Donc, moi, c'est fini. On est aujourd'hui entré, peut-être, mais c'est un peu, ça prendra peut-être un peu de temps pour réfléchir un peu sur les causalités de ce changement. On peut aboutir à des majorités construites après les élections, et donc ce sont des majorités programmatiques post-électorales. Le programme qui ne s'est pas fait avant, préélectoral, se fait post-électoral et on peut avoir, je l'appelle de mes voeux, cette alliance de ceux qui veulent changer contre ceux qui veulent rester sur cette base, en ouvrant l'éventail. Donc, c'était ta première question sur ces majorités politiques. Je pense qu'on peut les avoir. Mais ta seconde question, c'était portée sur… Comment surmonter ces obstacles à l'avenir? Parce que c'est bien de faire le constat. Apparemment, il y a des forces nouvelles qui ont toutes le même programme, mais qui n'ont pas réussi à se coaliser. Donc, c'était ma première question. Il faut s'atteler à quelque chose, si on veut être vraiment cohérent avec nous-mêmes, s'atteler à la construction qu'on n'a jamais eue, sauf dans les partis idéologiques, que ce soit le Parti communiste ou le Parti populaire syrien, des partis transcommunautaires. On n'en a jamais vraiment eu. Peut-être à ce moment-là, faire des partis de transition qui peuvent faire la transition politique à partir qui posent des problématiques qui ne sont pas viciées par le communautarisme au départ et qui ne disent pas nous voulons aboutir à telle majorité avec telle voix pour telle communauté, etc. Donc construire une démocratie sur une base non communautaire. Et ça passe que par l'action de partis politiques. On ne les a jamais eus, sauf des partis idéologiques, qui étaient des partis clivants, parce que je pense par exemple à l'expérience du PPS, c'était des partis qui étaient transétatiques. Ça allait de la Jordanie en passant par la Syrie, en allant au Liban et en Syrie. Ou le Parti communisme qui n'a jamais véritablement pris, ou le Parti basse. Le Parti basse, dans l'histoire, du Liban en tout cas, mais pas seulement du Liban, puisqu'il débordait le cadre libanais, a essayé de faire ça. Alors, comment on peut s'installer autour d'une table et réfléchir à un changement concerté avec des représentants qui soient de toutes les communautés, sans représenter leur communauté, pour construire un parti politique qui soit de construction étatique. Nous, ce qui nous manque, c'est la construction de l'État, c'est tout. J'allais dire, c'est tout, ça a l'air d'être très simple, mais c'est l'essentiel. On ne peut pas avoir une sécurité sociale, une armée, je sais pas moi, des transports en commun, une gestion rationnelle de la monnaie. Si on n'a pas un État, on n'a pas d'État. On l'avait à un moment donné avec Fouad Chab, on commençait à l'avoir. Et ensuite, vraiment, la communauté, moi je ne suis pas un fanatique de la laïcité, mais la communauté a gangréné l'État. C'est incroyable. À partir des années 70, on a glissé dans le précipice doucement et on a oublié de forger des volontés
je pense à la belle volonté de 1943, je pense à la reconstruction de l'État avec le djihadisme, je pense même à la période Camille Chamoun, le début de la période Camille Chamoun. Il y avait des projets de construction. Tout ce qui a été fait de grand a été fait entre les années 1949-50 et les années, j'allais dire, 60-65. L'université libanaise, la banque centrale, la sécurité sociale. On s'est arrêté de construire l'État il y a 50 ans. C'est pas normal, c'est pas normal. Quand on y pense, quand on fait un peu le bilan à froid, il n'y a plus eu de politique institutionnelle. Et là, il a fallu des hommes éclairés. On a eu des hommes éclairés. Une des choses, j'entendais le discours de l'évêque de Beyrouth, grec orthodoxe, récemment, qui disait cruellement, nous manquons cruellement, enfin il disait pas cruellement, il disait lucidement, nous manquons cruellement d'hommes d'État. C'est le constat. Et une des pauvretés de l'insurrection libanaise, du soulèvement, c'est qu'il n'a pas été créé de responsables qui puissent conduire le changement. Alors, j'ai des amis politologues en France qui disent « Ah, mais nous sommes dans ce que nous appelons des révolutions post-léninistes ». Alors, post-léniniste, c'est depuis la révolution bolchevique, on a un leader qui s'appelle Mao Tse-tung, qui s'appelle Fidel Castro, qui s'appelle Vladimir Ilyich Lénine, qui s'appelle Perón, qui s'appelle Nehru. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet, nous sommes à l'ère des réseaux, et donc on n'a pas besoin de leader. Mais moi, je ne connais pas de politique qui ne fasse pas sans leader. Je m'excuse, je ne sais pas ce que c'est qu'une politique qui n'est pas incarnée dans un courant, lui-même incarné par des personnes qui conduisent au changement. Et il faut y arriver. Et on n'a personne qui a les épaules aujourd'hui suffisamment larges pour porter le changement. Et Michel, tu sais mieux que moi, le problème de toute cette région, c'est que la politique est une affaire qui met la vie en danger. C'est-à-dire que nous sommes dans un milieu violent. Faire de la politique, c'est s'exposer à mourir. On ne peut pas le demander à tout le monde. On peut le demander à personne d'ailleurs. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se sacrifient. Mais dans les cités apaisées, dans les sociétés normales, faire de la politique, c'est se battre avec des mots et pas se battre avec des morts. Aujourd'hui, on transmet les messages en tuant à droite et à gauche. Enfin bref, il faut quand même qu'on s'arrête sur une ligne positive. Ces élections seront le début du changement. Ce sera ma parole de fin. Mais je sais que Hadi va conclure de manière magistrale pour me démentir. Voilà, donc je passe la parole à Hadi Antoun pour la conclusion. Vas-y, Hadi. Merci à tous, en tout cas, d'avoir assisté, d'être resté patient alors que l'heure avance. Joe, je te rassure, ce n'est pas moi qui vais conclure, ce sera toi. Ah bon? Je comptais sur toi. Non, pas du tout. Moi, je voulais tout simplement te remercier énormément pour ton analyse, ta vision et ton éclairage sur la situation libanaise et en particulier sur l'échéance électorale qui pointe son nez d'ailleurs dans quelques jours, en tout cas pour les expatriés. Et on ne pouvait pas faire mieux au sein de Change Lebanon que de t'avoir pour boucler cette série d'entretiens électoraux. J'aimerais juste revenir en conclusion de cet échange sur les partis de l'opposition que nous avons touchés en effet de près ensemble l'année dernière. Michel m'a un peu devancé sur la question de l'opposition, mais je suis un peu plus sur la compréhension de son parcours au lieu tout simplement de les pointer du doigt sur ces divisions comme on a tous aujourd'hui tendance à faire. C'est vrai. Je n'ai aucune prétention en connaissance politique. Néanmoins, je suis passé, comme tu sais, par une phase d'incompréhension et même de rage, je dirais, sur cette division de l'opposition. Mais je t'avoue que je passe actuellement plutôt par une phase de compréhension et me dis que depuis le 17 octobre 2019, à peine 2 ans sont passés. Oui. Alors, quelle maturité politique est-il possible d'obtenir en si peu de temps, même si quelques anciens sont présents parmi eux et tout est à réinventer en fait quand on y pense de plus près. Ne sont-ils pas à l'état, je dirais, embryonnaire et donc leur coalition juste irréaliste, mais pas impossible sans doute? Et ne peut-on pas espérer quelque chose peut-être de plus uni pour les prochaines élections
qu'il faudrait préparer, comme tu le soulignes justement, dès le 16 mai, Oui. date à laquelle ils auront sans doute ressenti leurs limites d'être seuls, peut-être avoir reçu une claque, en tout cas je l'espère pas, mais ce sera peut-être le cas. Et en plus, ce sera plus par Zoom, donc ils seront peut-être dans la vraie vie et peut-être se rendront compte de l'intérêt et de la nécessité de cette coalition. Désolé d'avoir été un peu long, mais voilà, je voulais un petit peu finir sur ça et avoir un petit peu ton éclairage avant de clôturer. Écoute, je pense que tu as été extraordinaire dans ces mots qui préservent toutes ses chances à l'avenir. Et c'est vrai que la révolution est effervescence, elle est impatience, et qu'on met du temps pour se connaître, et que des gens qui n'ont jamais appartenu ni à des partis politiques, ni à des familles politiques, ni des régions qui sont, qui sont proches ou voisines, se rencontrent pour la première fois à Beyrouth, sur la place des canons, hein, comme on l'appelait jadis, dans le centre-ville, et qui font connaissance ensemble, qui se connaissent, qui communient dans la même ferveur, mais qui communient dans les mêmes soupçons. Parce que moi, je ne connais pas celui qui est avec moi, qui lève le drapeau libanais comme moi, et qui demain me dit « Viens, on va prendre un café, on va faire un projet politique ». Alors, je suis prêt avec lui à crier contre la corruption et les corrupteurs, mais je me dis « Est-ce que je le connais bien ?» Bon, c'est-à-dire qu'on est passé du flirt au mariage, hein. Donc, on est capable pour être dans le même enthousiasme, mais ensuite, il faut passer à des choses où on bâtit l'avenir. Et là, on se dit, on va commencer à peser le pour et le contre, hein. Et si tu veux, le coup de foudre devient une rationalité de bâtisseur, hein. C'est toujours ça, Max Weber nous a appris, hein, la fin du charisme. Il y a des périodes d'effervescence charismatique, mais ensuite… Donc, c'est des paroles pour espérer, ce que tu as dit. Et on peut penser qu'après, pas la claque, mais tu as été très prudent là-dessus, après peut-être la douche froide, peut-être après un enthousiasme où on espère 5 députés, on aura 25. Ce sera vraiment fantastique. À ce moment-là, on peut se mettre à travailler ensemble. Et là, tout est possible, tout est permis. L'avenir est permis. Alors peut-être que aussi c'est une question générationnelle. C'est-à-dire que plusieurs générations ont essayé de changer. Il y a la génération des idéologues au Liban dans les années 60, le nasserisme, le bassisme, le maoïsme, le guévarisme, la révolution palestinienne et nationaliste arabe, qui a été une période aussi où on espérait des changements. La révolution libérale avec Rafi el-Hariri, en disant c'est le néolibéralisme qui va triompher. Peut-être que maintenant, on va arriver à des choix plus rationnels, plus conséquents, plus sociaux. Ce qui nous manque, c'est une république sociale qui n'a jamais existé au Liban. On a eu des républiques libérales, on a des républiques communautaires à tous les coins de rue, mais une république sociale, on ne l'a pas eu. Et la jeune génération, surtout après la privation de ces années de souffrance, qu'ont été les années qu'on vit maintenant, avec le manque des moyens élémentaires de subsistance, la douleur est le meilleur apprenti du changement. Je me souviens de cette phrase de Sophocle qui disait « Les hommes n'apprennent pas la sagesse dans les livres, mais ils l'apprennent dans les larmes. » C'est quand on a beaucoup souffert qu'on accepte de rationaliser sa vie et de trouver les accommodements qui soient raisonnables et pas d'éliminer tout ce qui ne nous plaît pas et de supprimer les gens avec lesquels nous ne voulons plus vivre ou nous ne voulions plus vivre. Et le Liban est un formidable espoir pour ça, parce qu'il est à l'image du monde de demain, d'un monde multiculturel, multi-identitaire, multilinguistique, multicivilisationnel. On a de l'avance, ça veut dire. On a de l'avance. On a de l'avance sur notre retard, parce qu'on a beaucoup tardé. Mais il nous faut des hommes. Il nous faut des hommes. Et peut-être que Change Lebanon, pardon pour les femmes,
Quand je dis homme, j'embrasse toutes les femmes, comme disait l'autre. Donc, il nous faut absolument des femmes et des hommes de responsabilité. Merci énormément, Joe. Merci à vous tous d'être restés aussi tard, d'avoir été si nombreux. Tu as en tout cas fait exploser les scores d'audience, Joe. J'aurais un disque d'or. J'aurais un disque d'or. En tout cas, c'est le meilleur. Ça, je peux vous l'affirmer. Hein. Je le harcèle depuis 40 ans déjà. Non, mais s'il vous plaît. Tu auras le Zoom d'or, Joe. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et beaucoup d'amis. Merci à tous et bon courage à Dina. Merci. Merci Joe, merci à tous. Merci à toi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.